Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu, je suis ravi de te faire la vidéo des amusettes du mercredi. Eh bien, si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à liker, à partager, à surtout t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Si tu veux participer au tirage au sort du mois de juillet, laisse-nous un commentaire sous la vidéo pour rappel à gagner un Apisolis offert. Voilà, pour ceux qui sont abonnés à la Fabrique Hippique tu peux aussi jouer sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, YouTube ou Instagram. Ça peut multiplier tes chances d'être tiré au sort. Je vais répondre aux questions des abonnés que j'ai récupérées là sur les différentes vidéos. Par contre, juste avant, je t'invite vraiment à t'abonner parce que les stats YouTube nous indiquent que 70% des personnes qui regardent les vidéos de la fabrique ne sont pas abonnés. Donc si vraiment tu trouves qu'on fait un travail et qu'on répond aux questions et que les vidéos qu'on propose sont de qualité, répondent à tes problématiques et pas juste pour le tirage au sort, je t'invite vraiment à t'abonner. Ça nous aidera sur le référencement YouTube et ça nous montrera aussi qu'on fait un travail qui répond aux attentes des abonnés, à ton attente à toi. Allez, c'est parti, on prend la première question. Alors, Florence Le Sauce qui nous demande que faire des cadres non operculés en fin de saison. Alors, je pense que tu parles des cadres de hausse, si tu es en ruche d'Adam. Que faire avec ces cadres-là s'ils ne sont pas operculés? Tu peux tout simplement les redonner à manger aux abeilles. Comment faire? Tu as ton corps de ruche, tu mets ton couvre-cadre percé au centre, là où tu mets normalement le nourrissement candy ou un nourrissement type rond, les ronds blancs, les nourrisseurs ronds blancs que tu peux avoir dans le commerce. Tu vas mettre ta hausse au-dessus de ce couvre-cadre percé au centre et en fait ça va faire comme un effet, si tu veux, de nourrisseur. Donc les abeilles, pour elles, ça va être un nourrissement, donc elles vont monter par le couvre-cadre qui sera percé, elles vont aller récupérer la nourriture qui va être dans la hausse, donc dans les cadres non operculés, et elles vont récupérer le miel pour le redescendre dans le corps, donc elles vont assécher les cadres. Tes cadres seront vides pour l'année prochaine et tu pourras les réutiliser, et en même temps les abeilles ont récupéré la nourriture qu'elles auront stockée dans les cellules. C'est la meilleure version. Après, tu peux toujours laisser la hausse à proximité du rucher, comme ça, posée contre une bûche ou sur la tranche, et faire entre guillemets comme un léchage des hausses ou un pillage du reste de la nourriture. Par contre, voilà, ça peut vite être le bordel dans le rucher en fonction des colonies, en fonction de la saison. Et après, tu peux faire aussi transfert de maladies et de parasites. Donc après, c'est pas forcément l'idéal. Seconde question de Séverine qui est dans le sud de Stuttgart en Allemagne. Bonjour aux compatriotes ou aux Allemands parlant français qui regardent la fabrique, ça fait plaisir, on est à l'international. Qui nous demande, elle, dans la région, elle utilise une ruche Zinger, si je ne me trompe pas de prononciation, qui a un élément corps et os identique, et en fait, sa hausse s'est remplie. Elle a mis entre le corps de ruche et la hausse une nouvelle hausse vide, et elle a l'impression que les abeilles ne montent plus dans la hausse qui est remplie, et le problème c'est qu'elle a un taux d'humidité supérieur à 20%, et elle voudra savoir si les abeilles vont remonter dans la hausse, qu'est-ce qu'elles vont faire, est-ce que les abeilles sont les mêmes qui bâtissent et qui assèchent. Donc on va plusieurs questions, on va essayer de tout y répondre. Alors déjà, premièrement, est-ce que c'est les mêmes abeilles qui bâtissent et qui assèchent? Pour moi, non, parce que les bâtisseuses, c'est un job à part entière, c'est des glandes, donc les glandes ciliaires qui sont développées, qui sont faites pour bâtir, alors que le job de manutentionnaire, celles qui vont récupérer en fait le nectar des abeilles butineuses et qui vont par la trophalaxie assécher le nectar, vont aller ensuite le stocker dans les cellules. Donc pour moi, c'est deux jobs différents. Donc si tu as laissé des cadres dans ta hausse du milieu à faire bâtir par des abeilles bâtisseuses, normalement tu ne devrais pas avoir cette problématique. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que dans la période actuelle, tu as encore de la rentrée de nectar pour que les abeilles puissent operculer
les cellules ouvertes, parce que les cellules ne sont pas operculées dans deux cas, soit parce que la cellule n'est pas remplie, soit parce que le taux d'humidité n'est pas bon. Donc si tu as un creux dans la mielée ou tout simplement dans la période de floraison, dans le cas de figure où tu es là actuellement sur ton rucher, peut-être que va falloir attendre un petit peu qu'elle puisse finir de perculer, finir de stocker, pardon, pour pouvoir assécher et operculer. Maintenant, est-ce que tu dois changer quelque chose à ta configuration? Pas vraiment. Nous, à la fabrique, on fait potentiellement les deux techniques. Quand on est sur un rocher un peu moins formation, plus prod, on peut mettre des hausses par le dessus pour faciliter le contrôle et la visite de l'apiculteur. Et quand on est sur des rochers plus formation, on monte différentes techniques. On peut nous placer des hausses aussi au milieu, ce qui du coup complique la visite puisqu'on doit porter des hausses pleines de miel sur les mielés. Mais par contre, ça fait moins de trajet à l'abeille entre l'entrée de la ruche et la hausse vide, puisqu'elle est entre les deux, dans le même cas de figure que toi. Donc malheureusement, j'ai envie de te dire, là il faut laisser le temps au temps pour que les abeilles puissent assécher correctement le nectar que tu as dans les cadres de hausse. Question de Aïda Diop qui nous dit qu'elle a récupéré un essaim dans une ruchette piège et qu'elle a l'impression que la reine qu'elle a récupérée est une vieille reine, qu'elle ne pond pas beaucoup, que la colonie a plutôt du mal à se développer. Question, est-ce que les abeilles vont faire le changement de reine toutes seules? Alors, oui, si la reine est vraiment dans un état avancé de vieillesse, elles peuvent faire le changement de reine. Par contre, est-ce qu'elles vont le faire ou pas, et est-ce qu'elles vont le faire au bon moment? Ça, on ne sait pas. Elles peuvent, peut-être que la reine va mourir pendant l'hiver et donc la colonie pourra plus se développer. Tu vas avoir un essaim qui va peut-être pas survivre aux conditions météo. Si elles font un changement de reine trop tardif dans la saison, il n'y aura pas de mal pour la fécondation. Donc une reine vierge qui pourra, ou alors une reine fécondée mais mal fécondée, qui ne sera pas réellement utile pour la colonie. La deuxième question, c'est est-ce que c'est possible d'intégrer une reine fécondée même au mois d'août? Est-ce que ça fait pas trop tard? Si c'est une reine fécondée, oui, tu peux l'intégrer dans la colonie. Il faut juste que ta colonie elle ait déjà commencé l'hivernage et qu'elle ait un stock de nourriture assez conséquent pour bien pouvoir passer l'hiver. Et ensuite, si elle est fécondée, le job il est fait, elle s'est fait féconder pendant la saison, donc c'est qu'elle a eu une bonne fécondation, donc ça ne devrait pas poser de soucis. Donc oui, pour le mois de août, si tu as une reine fécondée, tu peux faire le changement. Question de Karl Dume qui nous dit que dans la hausse, il a mis des amorces sur les cadrons. Alors je pense que c'est une erreur de ta part parce que dans les hausses, ce ne sont pas des cadrons, ce sont des cadres de hausse. Les cadrons, on va plus les retrouver sur les nucléides de fécondation pour l'élevage de rennes. Donc je pense que tu dois parler par rapport à la production de miel puisque tu nous dis que donc tes cadres de hausse sont avec des amorces et que les abeilles ne se sont pas occupées de ces cadres-là. Elles ont été directement là où il y a les cadres bâtis pour stocker. Alors, est-ce qu'il faut que tu utilises ou pas des feuilles de cire gaufrée? Alors, nous, perso, on n'utilise pas de feuilles de cire gaufrée. On utilise des amorces de 1 cm sur les cadres de hausse. Et encore pas tous. On fait aussi juste avec des cadres filés sans amorce. Est-ce qu'il faut mettre des feuilles de cire gaufrée? Non, nous, on n'en met pas. On a déjà fait des comparatifs où que ça soit dans le corps ou dans les hausses, quand on met des cadres avec des feuilles de cire gaufrée ou on met des cadres juste avec amorce et ou sans rien, juste avec des fils, les abeilles préfèrent aller sur les amorces et sur les fils au lieu d'aller sur les feuilles de cire gaufrée. Donc pas besoin de feuilles de cire gaufrée déjà pour toi. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'elles n'y vont pas? Tout simplement parce que peut-être que la période actuelle ne permet pas en fait d'avoir assez de bâtisseuses en fait pour qu'elles puissent construire un élément, un cadre complet. Donc c'est pour ça qu'elles se concentrent directement sur les cadres bâtis parce que là il y a encore des mielés, tu peux faire un miel d'été et que elles préfèrent stocker que de bâtir. Tout simplement, là on arrive en fin de saison, alors après je ne sais pas dans quelle région tu es situé, mais en tout cas là sur la France on arrive en fin de saison et les abeilles ne bâtissent quasiment plus, sauf pour certaines colonies très fortes. Nous on en a quelques-unes qui bâtissent encore un petit peu, mais ça reste assez rare. Là c'est vraiment
focus sur le stock de nourriture. Question de Jacques Go qui nous demande, eh bien, il a un champ de tournesol à proximité de son rucher. Il voudrait savoir si le tournesol est mellifère, qu'on pouvait faire une mielée de tournesol et si tous les tournesols étaient mellifères. Alors, pour te répondre, oui, le tournesol est mellifère. Oui, tu peux faire aussi une mielée spécifique de tournesol, puisque nous, à la Fabrique Hippique, on a du miel de tournesol eh bien, à disposition sur le site internet. Donc des mielés de tournesol, c'est tout à fait possible, c'est juste que les apiculteurs, pour la plupart, ne valorisent pas le miel de tournesol, soit ils le mélangent, soit ils le classent en miel d'été, voilà. Peut-être qu'ils pensent que ça fait plus vendre, alors que un miel étiqueté miel de tournesol attire l'attention. Il y a un sens un peu découverte pour le consommateur et c'est plutôt sympa. Donc oui, tu peux faire du miel de tournesol. Est-ce que tous les tournesols sont mellifères? J'ai pas la réponse exacte. En tout cas, moi, tous ceux que je vois, oui, mais après, peut-être qu'il y a une essence ou une graine modifiée ou peu importe, je peux pas te dire, mais j'ai pas la réponse exacte en tout cas, mais oui, en tout cas, tout ce que je connais sur les tournesols, eux, sont mellifères. Alors, c'est pas une question, mais c'est un commentaire de Gilles Roissin qui a répondu à un autre abonné sur le fait que les pinces-oreilles étaient très utiles puisqu'ils mangeaient les pucerons apparemment et que donc s'il y a des fourmis qui élèvent des pucerons à proximité du jardin et qu'il y a des pinces-oreilles, c'est plutôt bon signe. Donc je tenais à te remercier de ce partage d'expérience au sein de la communauté. Donc merci à toi Gilles et puis bah écoute, au plaisir de vous voir échanger sur d'autres questions et sur d'autres vidéos. Alors on a Jackpot66 qui nous demande à partir de quand on traite contre le varroa et qu'est-ce qu'on utilise pour traiter contre le varroa. Alors quand est-ce qu'on traite pour le varroa? Il y a différents moments dans l'année. Déjà on fait des traitements préventifs contre le varroa avec des fois de la suppression de mâles, de couvain de mâle. Voilà, on teste le couvain de mâle pour voir un petit peu ce que ça donne au sein de la colonie et si on a de trop grosses infestations, les cadres où il y a une grosse majorité de mâles, on les coupe. Ensuite, on peut traiter après comptage varroa, si la colonie le nécessite, on peut traiter après les récoltes, donc c'est-à-dire juillet. Ensuite, on peut faire un traitement en hiver dans le cas de figure où on constate qu'il y a une colonie où il y a encore pas mal de chutes pendant l'hiver à l'acide oxalique. Ça, c'est Arnaud qui s'en occupe. D'ailleurs, vous avez une vidéo qui a été faite, je vais vous la mettre là juste au-dessus en description, comme ça vous pourrez voir comment utiliser l'acide oxalique. En tout cas, nous, on n'utilise que des traitements bio. Et vraiment, en cas de nécessité sur les colonies, on ne fait pas de traitement généralisé sur les colonies. Voilà, ça demande un peu plus de temps. Mais si une colonie ne demande pas en soi un traitement particulier sur le varroa parce que on fait un comptage qui est négligeable, nous on décide en tout cas de ne pas appliquer de traitement sur cette colonie.